Le pardon qu'accorde la justice pour certains crimes et infractions a-t-il la même valeur aux yeux du tribunal populaire? Avec François Lambert, Déborah Cherenfant, Victor Enriquez et Maître Frédéric Bérard, c'est parti pour 30 minutes de débat. On dit qu'en politique, il faut montrer patte blanche. C'est une expression qu'on entend régulièrement, mais souvent, en fait, en période électorale. Lorsque les partis recrutent des candidats, ça fait partie des procédures de vérifier leur passé, que ce soit le casier judiciaire, les conflits d'intérêts, les publications controversées. Tout est généralement assez passé au peigne fin, car vaut mieux être prêt à réagir quand les informations compromettantes refont surface, comme c'est arrivé cette semaine au Parti québécois lorsqu'il a dévoilé l'identité de son candidat pour la partielle dans Arthabasca. C'était un mauvais jugement, c'était une mauvaise décision. Ça, je le reconnais. 41 jours de détention préventive et une sentence de 6 mois à purger dans la collectivité. C'est la peine qu'a écopé Alex Boissonneau en 2001. L'ex-journaliste et animateur à la radio de Radio-Canada était alors âgé de 22 ans et faisait partie d'un groupe de militants radicaux qui complotaient pour ouvrir une brèche dans la clôture du Sommet des Amériques à Québec. J'ai rien à cacher. Cette histoire-là était connue de tout le monde. Tout le monde savait ça. Ça s'est passé, je le regrette. Je savais que ça s'en venait, mais le service public, c'est aussi ça. Il a obtenu la suspension de son casier judiciaire en 2011. Et pour le chef du Parti conservateur du Québec, qui se présente également dans la circonscription d'Arthabasca, les antécédents criminels du candidat péquiste sont inacceptables. Ce que ça dénote, c'est que les standards ont baissé au Parti québécois aujourd'hui. Et moi, en tout cas, je ne prendrais pas un candidat qui aurait un passé d'extrême droite et qui aurait été condamné au criminel dans mes rangs. Paul Saint-Pierre Plamondon a confirmé qu'il était au courant du passé de sa recrue avant de lui proposer de rejoindre les rangs de son parti. Je vous présente pas aujourd'hui quelqu'un dont on n'a jamais entendu parler et qui a comme seul fait d'armes une regrettable erreur de 2001. Je présente quelqu'un qui a fait ses preuves, qui a servi et qui a démontré de l'intelligence, de la rigueur et de l'attachement à son coin de pays. Un dossier criminel n'est pas un obstacle à une candidature électorale. Une personne reconnue coupable d'un crime doit toutefois avoir purgé sa peine avant de se présenter aux élections. Une personne qui a commis une erreur et qui paye ses dettes, prend ses responsabilités et obtient même un pardon du système, où cette personne-là peut reprendre sa place dans la société. Je pense que ça jouera pas, pour vrai. Mais je sais que les gens de ma région, de mon coin de pays, font la différence dans ces affaires. Alors, notre question ce soir, une condamnation criminelle devrait-elle empêcher quelqu'un de se présenter en politique? Premier tour de table. François, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'on parle depuis qu'il s'est présenté? Que de ça. Oui. La réponse est oui. OK? C'est pas tout le monde qu'on doit donner une deuxième chance à tout le monde. Ça n'existe pas. Ça a été inventé à un moment donné. Parce que pour toi, ça n'existe pas en politique. En politique, ça n'existe pas du tout. Hein? Donc, pardon ou pas, on se présente pas en politique quand on a un passé de ce genre-là. Déborah, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense effectivement, oui, ça va être difficile ce soir de se départir du cas Alex Boissonneau pour défendre la question, parce qu'il faut l'avoir plus large, parce que dans certains cas, ça peut être difficile. Oui. Mais je pense que oui, c'est important de devoir empêcher certaines personnes de se présenter en politique qui ont un dossier criminel pour deux raisons très simples, pour la protection de l'intégrité des institutions et aussi pour la confiance du public. Je pense qu'ils sont surpris, ils ne savaient pas qu'ils étaient du même Non, pas du tout. On est agréablement surpris. Moi, je suis surpris, en tout cas. Moi, je suis rassuré. Non plus. Moi, je dois dire que je suis rassuré. Je préfère toujours être du côté de l'avocat dans un débat de même. Alors, non, moi, je dis non, parce qu'on a ce principe de réhabilitation au Canada. Un principe important que l'on respecte. À partir du moment où on paye sa peine, on a obtenu un pardon en plus. C'est maintenant au peuple de décider. Ben, c'est un bon avocat. Il a pris mes liners en plus. Mais j'ajouterais peut-être ceci. Hein. C'est parce que si on veut vraiment avoir des candidats en politique, à un moment donné, il va falloir arrêter de virer fou avec ça. Et ça n'empêche pas que l'électorat pourra juger de la gravité de ce qui s'est produit et si cette personne-là doit être réhabilitée aux yeux du public. Alors, côté du oui, côté du non. On est un peu fiers de nous avez eu. Notre question est sur Nouveau Point Info depuis 17 ans. Voici ce que les internautes en pensent à ce début d'émission. Eh bien, 62% des internautes pensent que oui, une condamnation criminelle devrait empêcher quelqu'un de se présenter en politique, alors que 38% pensent que non. Vous pouvez répondre à la question dès que vous vous êtes fait une tête là-dessus. Vous balayez le code QR, vous allez sur Nouveau.info, vous pouvez commenter par courriel sur X ou sur Blue Sky. On veut vous lire. Et je vous rappelle que vous avez ici, autour de ce tribunal populaire, non, c'est pas un tribunal populaire, mais vous avez accès à votre interrupteur. Vous pouvez vous en servir une fois pendant le débat. J'ai entendu, ouf, t'es content, il y a plein des gens qui sont de ton avis. Ben, mais tu sais que ça peut virer de bord. Hein? Le débat ne fait que commencer. Tout peut virer de bord. Alors, oui. la question de donner une deuxième chance,
pour toi, là, c'est pas dans tout, puis en politique, c'est vraiment, faut que tu sois blanc comme neige du début à la fin de ta vie? Mais tu sais, il y a une différence. Il n'y a pas volé un paquet de cigarettes dans un dépanneur, là, OK, qui vaut tu peux être poursuivi au criminel pour ça. Ce qu'il voulait faire, c'est vraiment quelque chose qu'on n'accepte pas dans notre société. C'est quand même quelque chose de grave, ce qu'il a fait. Il a retenu son pardon, oui, mais on fait que parler de ça maintenant. C'est bien beau de dire aux gens, les gens vont décider dans le Tabasco, mais si le Parti québécois, éventuellement, vient au pouvoir, puis se fait réélire dans une élection générale, puis là, on va lui confier un mandat. Lui, là, il ne peut pas voyager à l'étranger. Il ne prendra jamais la chance, de un. De deux, il va toujours être questionné par rapport à ça. Ça fait une distraction qui est immense par rapport à son passé. C'est important de préciser. Tu dis qu'il n'ira pas aux États-Unis parce qu'un casier... quand tu demandes pardon, le casier judiciaire n'existe pas, mais ça ne veut pas dire que c'est respecté par les autres pays, puis ça, c'est bien indiqué. Non, ça, effectivement. C'est pour ça qu'il y a un risque d'aller dans d'autres pays. Je pense qu'il n'y a personne qui va aller voir Trump de toute façon, parce que tout est risqué à ce moment-ci. Il ne va pas tester. Mais si même si tu as un pardon, ça, tu as raison. Dans le cas des États-Unis, mais pour d'autres pays, la plupart du temps, en Europe, sont assez relax avec ça. Mais moi, j'ajouterais quelque chose là-dessus, François. Tu sais, qui a à juger de ça? Moi, je suis d'accord avec toi. Le Parti québécois a commis une erreur, à mon sens. Pourquoi? Parce que, regarde, on le voit bien, ça fait 3-4 jours. Puis Plamondon est tombé dans le piège de Duhem qui l'a picossé. Oui. Et à chaque fois, il répond. Tu fais en sorte qu'on ne parle que de ça. Mais au-delà de ça, au-delà du cas de Boissonneau, comme tu disais tout à l'heure, puis je pense que tu as raison, qui on est, nous, pour dire, écoute, toi, à 21 ans, puis je suis d'accord avec toi pour dire que c'est un truc grave. Tu as été condamné, mais qui on est pour dire tu es exclu à vie de la vie démocratique parce que ça revient à ça. Non, mais on dit pas que tu peux pas travailler pour le restant de tes jours. Non, je parle de la vie oui, mais tu sais, je veux faire j'ai été pendant 8 ou 9 ans sur le comité pour la réinsertion sociale des détenus. Je suis pour une deuxième chance, là. OK? Mais ça, là, on est en... Là, politicien, c'est pas une job. C'est pas une job normale. C'est pas une job où on peut donner une deuxième chance, puis bon, on va faire un gros nom, Vincent Lacroix. Ouais. Est-ce que Vincent Lacroix peut devenir vice-président d'une banque? Mais est-ce que Vincent Lacroix serait élu d'une banque? La réponse est non. Est-ce que Vincent Lacroix pourrait travailler dans un entrepôt? Non, n'est pas pour une deuxième chance. La beauté de la chose, c'est que la job, c'est pas être candidat. La job, c'est d'être élu. Et ça, c'est les gens qui décident. Alors moi, si je suis Vincent Lacroix et que je passe une entrevue, après avoir payé ma peine. Puis les cas de fraude, pour moi, il y a des différences aussi. Il faut faire attention. Les cas de fraude, les crimes de nature sexuelle, par exemple, l'incitation à la haine, qui sont des crimes qui ont un lien direct aussi avec le travail. Moi, je pense que là-dessus, on pourrait aussi avoir des principes d'inéligibilité qui sont additionnés sur les peines, parce que ça existe. Alors, regardez en France le cas de Marine Le Pen. Elle est inéligible pendant 5 ans. Donc, le juge a déterminé que dans le cadre de la condamnation, il fallait ajouter cet élément-là. Mais sinon, c'est à qui de juger? C'est qui donne la job? C'est les gens. Là-dessus, est-ce que l'âge que la personne a au moment du crime joue pour vous dans la possibilité de donner une deuxième chance ou pas? Quand on parle d'erreur de jeunesse, ça vous fatigue ou pas? Oui, ça me fatigue parce qu'à un moment donné, il faudrait rentrer tellement d'éléments sur, OK, on parle de quel type de crime. Là, Victor vient d'énumérer quelques-uns. Donc oui, l'âge peut avoir une certaine importance si on parle d'un cas de mineur, mais à partir du moment où on a atteint l'âge adulte, pour moi, c'est difficile de justifier des erreurs de jeunesse. Bien évidemment, on peut excuser, on peut regretter ce qu'on a fait à 25, 22, 24 ans, mais de le mettre seulement sur le compte de la jeunesse, moi, je pense que c'est difficile. Mais je poursuis sur cet élément-là parce que, comme je l'ai dit dans l'introduction, je veux quand même distinguer le traitement du sujet ce soir du cas Alex Boissonneau dans le sens où c'est quelqu'un qui a reçu un pardon, c'est quelqu'un qui se présente en politique, grand bien lui fasse, on lui souhaite bonne chance, bien évidemment. Mais par contre, pour rebondir sur ce que François disait, c'est qu'il y a quelque chose de... J'ai utilisé le mot sacré dans la fonction de ce niveau-là de prétendre à une position quand tu politique. politique, tu aspires à être ministre un jour. Tout à fait, à avoir un rôle politique, à avoir une responsabilité de représenter ses citoyens, les électeurs qui vont juger, mais en même temps, est-ce qu'on leur propose des candidats qui montent patte blanche et même s'ils vont décider de ça reste dans leurs mains, mais quand même, ça dépend de quel pool on propose à ces gens-là aussi et jusqu'à quel point ces personnes-là peuvent prétendre à ce rôle de haute instance. C'est à l'électorat, justement, de décider. Hein? Si Vincent Lacroix se présente en politique demain, moi, je suis prêt à gager, jamais il va passer. Hein? Si, puis là, je ne veux pas rappeler de mauvais souvenirs à tout le monde, là, mais tous ceux qui ont des cadres qui ont été condamnés, par exemple, pour des trucs sexuels, je nommerai pas de nom, là, on les a en tête, ils n'ont aucune chance d'être élus. Donc, si la population, dans Tabasco, qui est une population relativement qui aime voter conservatrice, on le voit, on le sait, décide de donner sa chance à Boissonneau
Boissonneau qui a été étampé avec l'extrême gauche dans ce temps-là, eh bien, tant mieux pour lui, c'est-à-dire que l'État a nécessairement passé l'éponge. Donc, à mon avis, le meilleur juge de ça, c'est justement la population. Mais je t'arrête, c'est que... C'est très arbitraire. Oui, mais c'est ça. On parle de Arthabasca. Mais lui, à un moment donné, il va peut-être représenter un futur ministre. Non, il ne va pas représenter un futur ministre. C'est ça l'affaire. C'est que, oui, mais attends un peu. d'abord, au Québec, on représente des électeurs. Oui. Et à la base, ces électeurs-là, ils choisissent mais il va peut-être jouer un rôle députés. dans là, c'est une partielle. Là, c'est parce qu'on parle d'une partielle. Si on mais élargit le rôle dans une élection générale, potentiel, et s'il devient... Donc, est-ce qu'on peut l'avoir ministre avec un dossier bien comme sûr. ça? Regarde, toi, Fred, t'es avocat. Oui. Est-ce que ton erreur de jeunesse de 21 ans d'avoir fait ça, est-ce que tu aurais pu être avocat? J'ai pas fait ça. Non. Excuse, je me suis mal exprimé. C'est parce qu'il n'a pas dit merci. C'est quand même important. Oui, mais si c'était toi... Si ça avait été toi, réponse à cette question, si quelqu'un a un peu le même parcours puis il veut devenir avocat, est-ce que ça bloque ou pas? Barreau du Québec filtre beaucoup. Il faut être de bonne mœurs, comme on dit. Alors, vous avez la preuve ici que je suis de bonne mœurs. J'espère que ça vous rassure. Et bien aussi, oui, il y a des règles, évidemment, mais il faut faire attention. Pour revenir avec ton exemple de tout à l'heure, très, très rapidement, il y a un article 18.2 de la Charte québécoise qui dit qu'un employeur ne peut pas discriminer quelqu'un qui a été condamné au criminel par rapport à une embauche potentielle, à moins, évidemment, que c'est un lien absolument évident. Je ne donnerai pas d'exemple, vous en avez en tête. Donc un employeur ne pourrait pas, dans un cas comme ça, empêcher de travailler parce qu'il y a un Vincent Lacroix ne pourrait pas, évidemment, travailler à la Banque nationale, mais il pourrait très bien travailler dans l'entrepôt pour son propre La différence, c'est que dans ce cas-ci, c'est les électeurs qui sont l'employeur, c'est eux qui décident, puis ils n'ont pas nécessairement les mêmes règles à suivre. C'est ce qu'on en comprend. On va poursuivre là-dessus au retour. J'ai des exemples à donner de gens qui ont fait leur carrière en politique avec un passé peut-être pas si glorieux. Alors, notre question ce soir, une condamnation criminelle devrait-elle empêcher quelqu'un de se présenter en politique? Allez répondre à la question, commentez et restez avec nous. On va poursuivre ça dans un moment. On est de retour au débatteur. Je vous rappelle notre question ce soir. Une condamnation criminelle devrait-elle empêcher quelqu'un de se présenter en politique? Bien sûr, on fait référence à cette nouvelle qui fait pas mal la semaine, c'est-à-dire la candidature d'Alex Boissonneau, ancien journaliste et animateur à Radio-Canada, qui veut se lancer pour le Parti québécois dans la partielle dans Arthabasca. Malgré son passé judiciaire, il y a eu pardon, il faut le rappeler, dans son cas. Je vous avais dit, il y a d'autres cas également. J'ai envie de vous soumettre. Vous me direz ce que vous en pensez. On va y aller en ordre peut-être d'infraction, vous me direz. Amir Kadir, arrêté le 5 juin 2012 lors d'une manifestation illégale, contravention d'un peu moins de 500 $ pour avoir contrevenu à l'article 500.1 du Code de sécurité routière. Il a été réélu. Il a été député jusqu'en 2018. Ça fait partie des critères de ça, c'est pas grave. Les manifestes pour tes valeurs. D'ailleurs, cet article-là, si je ne fais pas erreur, a été validé par la suite. Alors, ça passe. Stephen Guilbeault est grimpé, vous vous souvenez, à la tour du CN pour dénoncer l'inaction climatique en 2001. Arrêté pour méfait, condamné à payer une amende de 3 000 $ plus 100 heures de travaux communautaires. Il est ministre aujourd'hui. Il était avec nous tout à l'heure. Puis vous, là, non. Non. Alors, est-ce que Stephen Guilbeault ne devrait pas être en politique, François? Le problème avec Stephen Guilbeault, non, mais la différence... Non, attends, on va faire une parenthèse par rapport à Stephen Guilbeault, c'est qu'il est devenu un ministre, un politicien contre à peu près tout, à un ministre un peu plus... OK, je vais essayer de garder ma job. OK, je vais être ministre, je ne veux pas devenir député. Il n'est plus le même, mais techniquement, si on suit la logique, il ne devrait pas être là. Il devrait pas être là. Si on suit la logique, effectivement, théorique, il ne devrait pas être là. Par contre, l'exemple de Stephen Guilbeault, c'est comme s'il y a une ligne éditoriale qui a été suivie, dans le sens où milité, environnement, écologiste, il a été ministre de l'Environnement. Il y a comme une cohérence dans ses attaques. Ce qui n'est pas le cas du sujet devant. Déborah vient de prouver exactement la raison pour laquelle c'est pas applicable ce qu'on discute aujourd'hui, parce que c'est extrêmement arbitraire. La réalité, c'est qu'un méfait est un méfait. Alors, à partir du moment où on dit que l'expérience de vie doit être emballée dans du papier rose seulement parce que sinon elle n'est pas valide, qu'il y ait une cohésion ou pas dans les croyances, ça n'a aucun lien avec la décision. Oui, j'ai un autre nom. Wab Kinew, premier ministre du Manitoba, condamné pour conduite en état d'ébriété pour avoir agressé un chauffeur de taxi également en 2004. Il a obtenu un pardon en 2015. Il est accusé également pour voie de fait en 2003 dans une affaire de violence conjugale. Les accusations ont été abandonnées cependant dans ce dossier-là. Il est premier ministre, semble-t-il bien apprécié également.
Ben, Selon l'argument de ces messieurs, c'est Non, aux mais électeurs un de instant. décider. C'est- Donc, ben une oui. personne comme Mais ça c'est aux qui électeurs. n'a Mais clairement juste- pas de mais bonnes mœurs et un coutumes instant. ne devrait pas se retrouver ouais, en vas-y, politique. Frédéric. OK. Un instant, là. Il reste pas beaucoup de temps de Des accusations qui sont retirées, là, case close. Là, Ben faut non, arrêter. Non, pas non, case close, mais on va arrêtez pas avec fumer ça. sans feu. Parce que Mais des il y en a accusations d'autres, là. retirées, il n'y a pas de condamnation. Oui, Quand il y a une condamnation, là, c'est autre chose. Mais Oui. si tu obtiens ton pardon, comment ça fonctionne un pardon? C'est pas un juge comme ça là, qui débarque à ta taverne et dit « Ah, attends, toi, je t'aime bien, finalement, oublie ça. » là. On pas aux États-Unis ici. Pour obtenir un pardon, là, c'est sérieux. Ça prend de la preuve, démontrer la réhabilitation, démontrer le remords, démontrer ci, démontrer ça. Et pourquoi ça existe, un pardon? Bien, justement, parce qu'on veut passer l'éponge pour ceux qui ont démontré qu'ils méritent justement ce pardon-là. Or, si par la suite d'un pardon, donc pas avant, mais après, tu décides de te présenter en politique, les électeurs, par définition, puis je suis ultra d'accord avec Victor là-dessus. Tout ce que vous défendez là, je comprends bien, mais c'est d'un arbitraire total et complet. Peut-être. Puis si je peux finir rapidement, c'est quand tu disais, ben oui, mais c'est parce qu'au moins ils sont cohérents. Guilbeault, il a été cohérent. Là, je comprends bien que Boissonneau, toi, ce que tu nous dis, c'est qu'il n'est pas cohérent, il est à l'extrême gauche, puis là, il s'en va pour le PQ. Mais, Ben, mais ça n'a C'est pas une question. d'importance. Ben Maître oui, Bérard, il y a votre tête est d'importance. coulée. Parce que la notion. C'est très bon plaidoyer. Très bon plaidoyer. Mais la notion revenons à- de pardon est distincte de la notion de se présenter en politique. On dirait que vous faites une assimilation entre il a obtenu un pardon, nécessairement il doit avoir carte blanche pour se Ben non, mais présenter c'est en pas une politique. question de carte blanche, c'est Ben, qu'il y a un définitivement. processus. Non, mais c'est que le pardon non, est dans le un processus n'implique pas judiciaire. l'autre, puis un Non, n'est mais- pas non, non, obligé excusez-moi, mais oui, d'insinuer, mais partie un de n'est la pas base. obligé d'insinuer que l'autre, parce que c'est pas parce que la personne a obtenu un pardon que nécessairement il doit avoir toutes les excuses et toutes les autorisations de se présenter en politique. Puis là, effectivement, Frédéric vient de nous rappeler la façon d'obtenir un pardon, que c'est une réhabilitation. Mais Bien Déborah- évidemment, on y Déborah, croit dans notre se présenter en société. politique, d'abord, Déborah, se présenter en politique n'est pas une autorisation. Se présenter en politique et te donner... Ce n'est laisse-moi pas finir, non plus et de une donner un choix obligation aux de le populations. faire à partir du moment où on OK, obtient un pardon. non, mais voilà, là, je gardais ça pour la fin, tu vois. Oui, c'est une obligation, parce que je gardais deux petits trucs dans ma manche ici. Vas-y, il te reste 8 secondes. L'article 22 de la Charte québécoise qui interdit justement d'empêcher quelqu'un de se présenter, et l'article 7 de la Charte canadienne, le droit à la liberté, c'est-à-dire le droit de se présenter, si évidemment... Terminé. Bon, parfait. Ok. Donc, Non, non, moi, j'ai ça une question. revient J'ai à une côté question. arbitraire. Le pardon, électeurs. Oui. c'était mon début d'émission, là. Le pardon judiciaire remis par la justice, Oui. est-ce qu'il y a une valeur Ah, Oui, devant oui, le judiciaire. tribunal Il y en a populaire? Mais revenons, Qu'est-ce qu'il y a plus de oui, il y en a valeur? une. Il y en a une, il y Je en a pense qu'il faut pas. le respecter. Pour toi, il n'y en a pas. Ben, c'est parce qu'ici, c'était mal fait. Tu sais, des gens comme Victor qui sont embauchés pour aider normalement ce genre de personnes-là, comment ça se fait que le... C'était pas été toi, Non, moi, là. j'ai pas été embauché. Non, mais tu sais, il y a des spécialistes pas comme été Victor qui vont là, dire, regarde, là, tu as quelque chose qui va sortir en politique, on va aller de l'avant. Comment ça se fait qu'avant de dire, hey, voici Alex Boissonneau, et Alex a une annonce à nous dire, comment ça se fait qu'il l'a pas annoncé en François partant? C'est là qu'on a François bien là-dessus, débat. t'as entièrement raison. Par exemple, il y a une chose. Alex Boissonneau a dit « Je vais présenter ma candidature mercredi ». Éric Duhem est sorti le jour même. Il n'y a rien qui nous dit qu'Alex Boissonneau ne l'aurait pas dit. Il y a une chose, et ça, c'est super important ce que tu viens de dire. Alex Boissonneau a été transparent depuis le jour 1 là-dessus. Ben oui. Alors, si on ne respecte pas le fait que le processus judiciaire comprend un pardon et qu'on décide de façon arbitraire que ces gens-là n'ont plus le droit d'être éligibles, ben à ce moment-là, on va contre tous les principes de Oui, mais transparence Victor, il aussi. travaillait le vendredi, puis le lundi, se pré... Ah, mais ça, c'est un autre sujet. Il n'y a pas le temps de... C'est la Oui, déontologie oui, journalistique. mais tu sais, tu vois que ce candidat-là, tout est tout croche un petit peu, parce qu'il aurait pu mieux gérer son arrivée en politique, il aurait pu mieux gérer son annonce, et là, on en débat, Et c'est les gens parfait. vont le décider. OK. Commentaire d'Alex pour aller à la pause, justement. Alex. Absolument. Alex. Boissonneau. Ils en ont tout évident. Alex. On dit c'est pas Alex Boissonneau, c'est pas Alex Perron. On a bien des Alex, là. C'est pas eux. C'est Alex, un téléspectateur. Absolument pas. Tout le monde peut se présenter. C'est à la population de décider. Bon, bravo. Merci, Alex, pour votre commentaire. On s'arrête quelques minutes, attendre une pause. Tout le monde peut se Commentaire. présenter. C'est ça. On est de retour. Ça a débattu pendant la pause. Vous n'avez pas idée. Je vais essayer de présenter un extrait sur nos réseaux sociaux dans un moment après l'émission. Commentaire de Luc à notre question. Est-ce qu'une condamnation criminelle devrait empêcher quelqu'un de se présenter en politique? Luc nous dit non. Un passé criminel ne doit pas être un frein à la politique à condition d'obtenir un pardon et de le déclarer publiquement au préalable. Martin nous dit oui, je pense qu'il y a trop de risques d'avoir des candidats qui ne se présentent pas pour les bonnes raisons. Et Sylvain nous dit oui, une condamnation devrait être accordée, être accompagnée, d'une perte de privilèges comme celui de pouvoir se présenter en politique. Quelle excellente formulation. On salue ce téléspectateur. Non, mais tu sais, ça me fait toujours rire quand on parle. On va avoir des candidats de qualité parce que l'année passée, on a augmenté le salaire des députés parce que sinon,
On n'avait pas des bons candidats. C'est ce que François Legault avait dit. Oui. Tu sais, à un moment donné, toutes les excuses sont bonnes pour dire que quelqu'un ne veut pas aller en politique. Ça, c'est important de le ramener. Hein. Par exemple, M. Boissonneau travaille depuis 2008, a obtenu son mandat en 2011. On ne parle pas d'un citoyen qui fait rien d'autre. Là. Alors, à un moment donné, la question qu'on doit se poser, c'est justement, est-ce que vraiment on ne veut que des gens en politique qui sont blancs comme neige, qui ont un parcours linéaire, qui n'ont jamais rien fait de mal? Et je trouve ça drôle que ce soit dénoncé par l'homme qui n'a pas payé ses taxes municipales. Ça, je trouve ça un peu particulier. OK, moi, j'ai une question. Est-ce que Éric Duhem devrait lâcher le morceau ou continuer? Oui, ça suffit. Ben là, cette étape-ci, ça suffit. Pourquoi? Parce que, non, mais est-ce que ça risque pas de lui nuire en bout de ligne? Parce qu'on dit que ce sera aux électeurs de décider. C'est eux qui l'embauchent. Mais le problème, c'est qu'Éric ne lâche jamais le morceau. Il va mordre après ça jusqu'à la fin, mais il devrait lâcher le morceau. Il devrait lâcher le morceau, effectivement, parce que ça le dessert plus et ça ne va pas soulever la grogne chez les électeurs et les citoyens vis-à-vis de M. Boissonneau, mais ça va plus soulever la grogne vis-à-vis de lui, puis on va avoir tendance à fouiller un peu plus dans son passé. C'est sûr qu'il y a un équilibre, là, ça peut rebondir en pleine face, mais je vous fais la prédiction encore pendant quelques jours, ça va être la mitraille. C'est fini, parce que c'est le meilleur argument pour lui. Il ne faut pas qu'il oublie une chose, chaque moment qu'il passe à parler de son adversaire, il ne parle pas de lui. Et il propulse son adversaire. Alors voilà, allons voir si vous avez fait influencer les téléspectateurs ce soir, si vous les avez influencés. 62% c'était les oui en début d'émission, 38% du côté du non. On termine ça comment? On termine ça 53% des internautes pensent que oui. Il nous manquait 5 minutes. On a quand même gagné. Pense que non. On invite les gens à écouter le débat de la pause et qui on a quand même gagné. C'est quand même tout un changement. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un grand déplacement des votes comme ça. Pas la peine d'insister là-dessus, Michel. On a quand même gagné. Le camp du oui a gagné. Ça fait mal. Ça fait mal. On ferme tout ça. Bye, bonne nuit. À bientôt.